à la version longue cette semaine, je reçois David Bergeron, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon. Évidemment, on a parlé de long et en large de la pandémie, des mesures d'aide qu'il y a eu, comment ça a affecté les commerçants, les gens d'affaires de la région. Mais on essaie de passer aussi par-dessus ça, de parler des défis, des choses qui sont à venir pour la Chambre et pour la région. Ça a été vraiment une belle rencontre et une belle discussion. J'espère que vous allez apprécier. David Bergeron, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour commencer la saison. On commence la saison avec toi. Et c'est la première fois qu'on se rencontre. On se connaît absolument pas. Je voulais, avant qu'on rentre dans la Chambre de commerce, dans tout ce qui se passe, de parler de la région, j'aimerais savoir un peu ton background. En fait, tu viens d'où avant d'atterrir à la Chambre? C'est quoi qui te drivait d'être dans ce milieu-là, tu sais? Bien, premièrement, merci de me recevoir. C'est vraiment gentil. Ça me fait un grand plaisir de te connaître aussi, Mathieu. Je viens d'une famille modeste. Mon père était électricien, ma mère était femme au foyer. J'ai fait des études en design industriel. J'ai toujours vécu sur la Rive-Sud. Je suis un gars de la Rive-Sud, okay. Plus la Rive-Sud-Centre originalement. Puis, je suis passé dans la Montérégie-Ouest, si on peut dire, en 2010. 2010, fait que t'es passé du bon côté, là. Eh oui, du bon côté de la force. Ouais, c'est ça. Donc, en 2010, je me suis établi dans le coin de Saint-Constant, puis je me suis rapidement découvrir que c'est une super belle région. J'ai adoré l'environnement où est-ce que j'étais. J'ai évolué avec un parcours professionnel un petit peu atypique. Okay. Parce que quand je suis arrivé sur le marché du travail, c'était plus comme dessinateur industriel. J'étais dans une entreprise à Longueuil. Puis, pas longtemps après, j'ai fondé une entreprise de fabricants de produits métalliques, des présentoirs. Ce qu'on a exploité pendant quasiment une bonne dizaine d'années. L'entreprise a malheureusement fermé, donc j'ai migré vers un de nos plus gros sous-traitants qui s'appelait Bénisterie Saint-Urbain, qui s'appelle encore Bénisterie Saint-Urbain. Ouais, je connais. Maintenant le plus gros fabricant d'armoires de cuisine au Québec. C'est ça, c'est gros, là. C'est très gros. J'ai été là pendant une dizaine d'années. J'ai dirigé l'entreprise quelques années pour après ça passer dans un détaillant de couvre-plancher de la région, qui est le plus gros détaillant couvre-plancher indépendant au Québec. Okay. Donc, j'ai occupé des postes de direction de façon assez constante. Au travers de tout ça, j'ai eu une entreprise de vente et distribution de produits industriels et de gestion conseil. Ma spécialité, c'était l'analyse rapide d'une entreprise. Okay. Voir les endroits où ça cloche, les endroits où il y a un moyen d'optimiser, comment bien redistribuer les ressources. Donc, j'ai exploité mon entreprise pendant presque 8 ans. Okay. Puis en 2019, ayant quitté mon emploi, notre poste à la direction générale est devenu vacant. Notre directrice générale à l'époque... À la Chambre de commerce. La Chambre de commerce avait décidé d'aller relever d'autres défis. Donc, on se trouvait un peu orphelin de permanence. C'est à ce point-là où j'ai décidé de poser ma candidature pour relever le défi. Originalement, j'étais sous le conseil d'administration. Okay. C'est un fait qui c'est rare qu'un administrateur change de côté de table. Ouais, c'est ça. Passe de l'administration à la direction. Mais malgré tout, je l'ai fait. Originalement, les gens étaient un petit peu sceptiques là, sur comment ça se passerait, puis mon parcours qui était un petit peu atypique. Mais pourquoi que ce serait... J'ai pas le profil d'une personne qui a fait, par exemple, Cégep Université, un BAA, bac en administration des affaires, un MBA. Ouais. Donc, j'ai acquis énormément de connaissances dans une foule de secteurs d'activité à cause de mon parcours entrepreneurial, parce que j'ai dû toucher à beaucoup de choses. Donc, je me plais souvent à dire que je suis expert en rien, mais bon dans tout. Oui, je dis ça souvent. Ça peut être un atout et un mauvais côté. Ouais. Moi, je le vois comme un atout parce que ça donne une connaissance générale de plein de sujets puis plein de secteurs d'activité qui est souvent bénéfique. Oui, ben c'est ça, parce qu'à la Chambre de commerce et d'industrie, ça ratisse large dans le sens que
commerce et industrie, c'est tout. Là, c'est autant une shop, un entrepôt qu'un commerçant en vente de détail. Fait que je pense qu'à ce moment-là, c'est pas mauvais d'avoir justement des clés, des connaissances sur un peu tout, là, j'imagine. Pour moi, ça a été un grand atout. Parce que le profil type d'une direction générale dans les chambres de commerce, que pour en côtoyer plusieurs au Québec, on a des gens, par exemple, qui arrivent du domaine communautaire. Il y a des gens qui arrivent de l'enseignement. Il y a des gens qui arrivent de toutes sortes. C'est un profil pour travailler dans un OBNL. Puis l'OBNL, pour moi, c'était totalement inconnu quand j'ai commencé. Je viens du secteur privé. Ouais. Donc, quand je parlais de profil atypique, moi, je suis entrepreneur, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Je comprends la réalité économique de qu'est-ce que c'est être en affaires, les incertitudes, les inquiétudes. Donc, ce rôle-là, j'étais même pas sûr de l'aimer au début quand j'ai atterri dans le poste. Puis, je me suis surpris à adorer ce que je fais. Okay. J'ai redécouvert, grâce à la chambre de commerce, des endroits, des pôles touristiques, des entrepreneurs, des gens de cœur que il y en a que je pensais connaître, il y en a d'autres que j'avais pas découvert encore. Donc, ça m'amène à pouvoir trouver les forces puis mettre en valeur la région là, d'une façon incroyable. Là, tous ceux qui ont la chance de pouvoir occuper un rôle ou mettre en valeur sa région devient le fer de lance, passez pas à côté de ça. Là. C'est un no-brainer, comme on dit en anglais. Ouais. Ben, c'est un peu ça qu'on fait ici. En fait, notre raison d'exister, c'est d'essayer de participer à mettre en valeur les gens, les idées, les trucs. Là. Fait que, moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est là que parce qu'il y a un bout, à un moment donné, j'étais... Tu sais, comme un peu tout job. Là, moi, ça fait 10 ans, je suis un moment donné, après une couple d'années, tu dis, bon, j'ai-tu fait le tour, j'ai-tu faire... Puis à un moment donné, il y a un autre déclic de... Moi, je peux donner le micro à des gens qui l'ont rarement ou jamais, surtout avec les tu sais, là, on a comme que des médias nationaux, mais tu sais, là, de dire, ben, je peux aller dans des organismes communautaires, aller parler à des gens, tu sais, que le spotlight n'est jamais sur eux, fait que c'est là que mon plaisir est, en fait. T'sais. C'est là que souvent on découvre des perles cachées. C'est ça. Les grands réseaux nationaux, les grands télédiffuseurs, ils ont déjà trié sur le volet des experts qui ont des expertises très pointues sur certains sujets, puis ils s'attachent souvent à ces experts-là. Donc, on voit souvent les mêmes visages passer dans les grands réseaux. Mais en utilisant la télé régionale, ben, on découvre des gens qui ont souvent des choses super intéressantes à dire, mais qui nécessairement ils n'ont pas nécessairement le rayonnement provincial ou national, si on peut dire, étant au Québec, pour leur permettre d'accéder au réseau, au grand réseau, puis aux heures de grandes écoutes. Mais on passe à travers à côté de perles de notre région souvent, puis on s'en rend même pas compte. Oui, exactement. Et fait que là, tu es arrivé en poste, c'est 2019? Le 1er janvier 2020, j'ai pris le poste. Fait que ça n'a pas été long que là, la pandémie est rentrée. Là. Ça a été la belle... c'est ça. Belle, moins belle, moyenne, assez bouleversante c'est ça, événement. Comment... ben écoute, ça a comme deux volets, tu sais, l'espèce de... OK, t'arrives 1er janvier, nouveau poste, tu passes de l'administrateur à là, bon, on est dans la permanence, fait que comment tu te sentais au début, là, l'espèce de OK, là, c'est moi qui contrôle le quotidien, l'espèce de drive de mener ça. Comment tu te sentais le début janvier? Si je vais te faire le profil quand je suis arrivé en poste. Qu'est-ce que je voyais comme défi? Ouais. Puis je vais me rendre jusqu'à la pandémie. Parce que les défis vont peut-être changer. Faire une mini historique, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon, telle qu'elle est présentement, le regroupant des deux chambres locales. Okay, on avait la Chambre de commerce et d'industrie de Royal-Roussillon et du Grand Châteauguay qui ont fusionné en 2019 pour devenir une grande chambre pour couvrir... On a le bonheur de couvrir totalement la MRC de Roussillon, une partie des Jardins de Napierville et quelques municipalités de Beauharnois à Labéry. Ouais. Bon, toute cette belle amalgame-là, ça fait qu'on a des grandes réalités. On est, par exemple, qualifiés des Jardins du Québec. 37% de la production maraîchère du Québec sort des belles terres noires des Jardins de Napierville. Ouais. Donc, en voyant le territoire... Mon premier mandat a été de compléter la fusion.
Ça a été il y a eu certains petits accros avec le temps. Curieusement, les chambres de commerce, on est régi par la Charte canadienne des chambres de commerce. Donc, ça passe par Sciences, Innovation et Développement Canada. OK. Bon, qui dit organisme gouvernemental dit des fois pas toujours une grande souplesse. Certaines lourdeurs. Un petit peu de lourdeur. Nécessaire parfois, mais cette fois-ci... Ça a été un petit peu plus long que prévu. Donc, mon premier mandat, ça a été d'officialiser la fusion, ce qui a été fait. Puis là, prenant 2 chambres de commerce qui n'étaient pas... C'est impossible de faire l'unanimité parmi tous les gens. Donc, dans chaque chambre, il y avait des gens qui étaient en faveur de la fusion, certains gens qui étaient moins à l'aise avec la fusion. Donc, d'unifier tout ça, rassembler tous ces gens-là, mobiliser les gens d'affaires pour une cause commune, ça a été mon premier défi, ma première mission. Donc, j'ai mis les pieds à la chambre de commerce, j'ai pris un bon feel, prendre les rênes d'une entreprise, là, ça veut dire un peu faire sa main, regarder la mécanique organisationnelle, regarder les rouages. Oui, c'est ça, comprendre comment tout est placé, comment c'est ça, comment le day-to-day fonctionne, puis... C'est comme un peu comme un pilote, il va ouvrir le capot de la voiture pour analyser il faut le moteur avant de prendre les rênes puis de bien conduire. Ouais. J'ai eu le temps de faire ça, de regarder notre administration, notre organigramme, comment ça fonctionnait, qui on couvre, notre public. Et là est arrivé un léger détail qu'on connaît tous maintenant aujourd'hui, la pandémie. Oui, c'est que est-ce que ça a tout changé dans le sens, il y avait des choses à faire qu'il faut faire dans le sens de réunifier ces 2 groupes-là qui étaient comme de chacun de leur côté de la trempe, si on veut. Ouais. Et ça, c'est une affaire, puis on peut rentrer là tout de suite parce que vu qu'on parle de la fusion, je veux dire, la MRC Roussillon, c'est bizarre dans le sens que tu as comme la gang, c'est Sainte-Catherine, Saint-Constant qui sont collés une sur l'autre avec la 132, puis tu as les terres, en fait, qui séparent Châteauguay de l'autre bord, puis on dirait que ça a souvent fait deux solitudes, en fait, tu sais, qui est... Effectivement. Mais même si c'est la même MRC, mais fait que j'imagine qu'il y avait déjà là un espèce de réflexe à créer au niveau de la communication des 2 bords, là, tu sais. Ça, c'était un enjeu. C'est le premier enjeu auquel j'ai voulu m'attaquer parce que de nature, je ne suis pas un fan des chicanes de clocher. Moi, je vois ça comme ça. La MRC de Roussillon étant la MRC la plus populeuse au Québec, c'est une très belle région. Il n'y a pas de ville-centre. Non. Comme on voit dans d'autres MRC, il y a une ville-centre qui est le pôle économique majeur, puis souvent au détriment de certains autres villages et municipalités autour, tous les efforts sont concentrés. La MRC de Roussillon, on a une dualité. On a 11 municipalités et villes qui cohabitent ensemble avec 2 réalités, malheureusement, à cause de la réserve autochtone de Kahnawake, qui sépare les 2 régions, puis l'autoroute 30. Ouais. Ben, malgré tout, on a les mêmes enjeux. Souvent, c'est en se parlant qu'on se comprend. Donc, tous les maires qui sont avec la MRC font un excellent travail là, pour unifier puis s'assurer que la couverture est égale, les services sont égaux, puis qu'on puisse bien travailler ensemble. Mais à la Chambre de commerce, c'est de défaire le réflexe. Je vais donner l'exemple des résidents de Châteauguay qui vont prendre leur voiture puis aller directement au 10-30. Ouais, et inversement, certaines personnes qui vont rester à Saint-Constant, Sainte-Catherine, mais il y en a qui ont un préjugé favorable pour Vaudreuil-Dorion, puis ils vont aller directement dans le bout à Vaudreuil. Donc, souvent, on passe par-dessus nos voisins sans s'y arrêter. Puis la mission, pour moi, ça a été de les faire comprendre que pas besoin d'aller si loin pour trouver tout ce qu'on cherche. On peut s'encourager localement. Puis depuis le jour 1, là, c'est pas je vais réussir. Plusieurs personnes ont une vision commune. Nos voisins, la réserve autochtone de Kahnawake, c'est des gens qui cohabitent avec nous. On a tout intérêt à tisser des liens, que ce soit économique, politique, culturel, avec ces gens-là. C'est la clé pour unifier totalement la MRC. Pourquoi on s'automet nous-mêmes des barrières et des frontières? Ouais. Donc, une fois qu'on va pouvoir réussir à passer à travers ça puis s'assurer que tous les gens cohabitent dans l'harmonie, ben on va faire un bon pas par en avant. Ouais.
On a sûrement la chance de revenir là-dessus, là, mais là, je voulais revenir sur la pandémie. C'est ça. Fait que là, commencer à avoir tes aises là, de janvier à mars, commencer à comprendre. Là, j'imagine il y avait pas une fébrilité, mais une espèce de OK, là, on va partir des projets, des affaires, des trucs, puis bang, on frappe un mur. Comment ça s'est passé personnellement pour toi et pour la Chambre et pour les gens? Là? La date butoir a été le 13 mars 2020. Ouais. J'avais une belle activité qui était pour se tenir en présentiel. Un nouveau mot qu'on a appris. Un mot qui est devenu important. On a apprivoisé ça avec la pandémie. On l'avait pris pour acquis d'être en présence des gens. On avait un dîner-conférence avec M. Dominique Brown, le fondateur de Chocolat Favori. Puis on a été obligé de tout annuler ça à la dernière minute. La normalité de tout ce qu'on connaissait avant a été révolutionné en un claquement de doigts. Ouais. Donc, la COVID est arrivée, l'incertitude, les gens ne savaient pas où s'en aller, qu'est-ce qui se passait. C'est comme si un épais brouillard s'était installé dans un scénario catastrophe. À la Chambre de commerce, nous, ma première action a été de me retourner le plus rapidement possible, puis de se faire un plan d'action sur, OK, qu'est-ce que nos entreprises vont avoir besoin? C'est quoi les programmes d'aide? On a mis sur pied tout de suite une cellule de crise parce que le gouvernement avait dit on ne vous laissera pas tomber, on va vous aider, on va tenir les gens, on est solidaires. Le Québec, on est un peuple on est un peuple d'entraide. Donc, on est tout de suite tombé à la chasse de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos entreprises. Ouais. Ça a été la première action. Évidemment, dans toute situation de crise, on fait une constatation, on évalue l'ampleur, puis après ça, on se fait un plan d'action. Le plan d'action a été de diriger toutes les entreprises vers les bons programmes, accompagner ceux qui avaient besoin de support. Évidemment, on n'avait pas de sous à la Chambre de commerce à redistribuer. Ouais. Mais souvent, là, c'est juste la petite information ou donner le point précis à la personne, l'entrepreneur, le commerçant, juste le petit détail administratif, des fois, peut faire toute la différence. Ouais, donc, on a rapidement épluché les programmes, fait des collaborations avec les instances gouvernementales pour pouvoir dispenser l'information de la façon la plus efficace possible. Oui, parce que là, c'est ça. Il y avait de l'information qui venait du provincial, il y avait du fédéral. Ils ont différents programmes selon les ministères. Fait que j'imagine, c'est ça que c'est année, on parlait de la bureaucratie des fois, mais ça fait qu'il y a beaucoup de règles, de patentes, mais ça fait beaucoup de choses à éplucher des fois pour un commerçant, quelqu'un qui a une petite entreprise qui travaille beaucoup d'heures, qui est là, faut aussi où je peux chercher de l'aide, tu sais. Fait que, j'imagine que ça prenait des gens comme vous pour un peu éplucher les trucs, puis... Juste se recomprendre dans tous les anagrammes, là. Ouais. Le QAC, le PACME, le pacte, le PARAF, le compte d'aide au loyer la SSUC, la PCU, la PCRE. On dirait que nos instances gouvernementales se font un malin plaisir de nous mettre des anagrammes un par-dessus l'autre. On disait ça avant de rentrer en ondes, qu'il doit y avoir quelqu'un qui est juste là pour les créer. Oui, puis juste se retrouver au travers de tout ça, puis de savoir quel programme est bon pour moi, puis quel programme je ne peux pas bénéficier. Ça a été une bonne chose parce qu'en tant qu'entrepreneur, on tombe automatiquement en mode survie. On parle d'un petit commerçant local là, qui n'a pas une masse salariale extraordinaire, qui n'est pas une grande chaîne. Bien, souvent, les gens, la précarité de la situation fait qu'ils ont besoin rapidement de savoir c'est quelle aide gouvernementale à aller chercher, puis pas perdre de temps à aller essayer de remplir beaucoup de paperasse pour un aide qu'au final n'est pas applicable. Fait que ça ici, ça a été un petit avantage concurrentiel qu'on a pu faire, c'est de dire à certaines personnes, perds pas ton temps avec ce programme-là, celui-là c'est pour les manufacturiers, c'est pour les industriels, celui-là c'est pour ton aide au loyer, t'es propriétaire, peut-être qu'il y a moyen de trouver un twist, une façon de passer quand même, de bien monter un dossier qui soit concis, précis du premier coup. Ça, tu parles du loyer, là, parce qu'on a une autre émission et l'animatrice a reçu quelqu'un qui a un restaurant, qui n'est pas de la région, là, mais plus dans le bout de Vaudreuil-Soulanges, mais c'est ça, puis j'ai appris, mais elle était comme vu qu'elle est propriétaire de son building, elle n'avait pas, c'est ça, d'aide au loyer.
Mais fait qu'elle avait pas d'aide pour son hypothèque. Fait qu'elle a dit, mais là, tu sais, vu que moi, mon but, c'était d'être propriétaire, mais là, j'étais comme pogné, mais j'ai l'hypothèque pareil. Tu sais, hypothèque, loyer, on s'entend que c'est un montant, il faut que tu donnes à chaque mois, tu sais. Le gouvernement a assoupli certains pans du programme d'aide au loyer commercial qui a permis aux entreprises de justifier les dépenses. Surtout nos restaurateurs. Les restaurateurs, je pense que les restaurateurs, tous les gens qui sont reliés au voyage et au tourisme eux autres, sont ceux qui ont été le plus éprouvés. Par la pandémie. En quasiment 24 mois, les restos, c'était quoi, fermés? J'ai pas le chiffre, mais c'est facile. Au moins la moitié, c'est 12 mois, c'est pas plus. Plusieurs mois. Puis là, après ça, on est entré dans la valse de ferme, ouvre, referme, rouvre. Tout ça, c'est contre la volonté de laisser tout le monde ouvert, mais pour la sécurité, puis pour peu importe les raisons qui étaient applicables à ce moment-là, ça génère beaucoup de volatilité pour les restaurateurs. Une journée, on a un inventaire, puis là, on apprend qu'il faut fermer. Ben, des fois, les inventaires, ça représente plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est ça. Puis, travailler avec des produits périssables, c'est un peu plus compliqué. On peut pas se retourner sur un dissous, comme on dit en québécois. Puis c'est là où est-ce que le gouvernement a décidé de mettre en place des aides pour les frais d'exploitation, les frais fixes, les paiements de factures électriques, d'électricité. Donc, naviguer au travers de toutes ces choses-là leur permettait de rester en vie, peut-être pas de pouvoir exploiter leur entreprise à leur plein potentiel, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Exactement, non, c'est ça. Je veux dire, puis on peut critiquer de manière je veux dire, intelligente, mais ça reste que surtout quand on était au début, je veux dire, c'est gros, là, tu sais, de devoir arrêter tout. Fait que c'est plein de... Tu sais, chacun a ses spécificités. Ça devient, tu sais, je veux dire, en 2020, ça devait être vraiment fou, là, tu sais, d'être le gouvernement puis de dire, OK, on arrête, mais comment, tu sais... Fait qu'il y a tant du monde qui se sentait laissé pour compte parce que c'est tellement comme gros puis il faut que tu penses à tout que ça devient... intense, là, tu sais. Tout décideur, tout entrepreneur, je vais parler un peu de mon profil, je suis quelqu'un quand même analytique, mais je suis un fonceur, un entrepreneur, une personne d'affaires, une situation de crise. Je vais pas dire c'est du bonbon, mais c'est le fun. On prend un beau problème ou une situation, puis tout de suite, on entre en mode solution, plan d'action, stratégie. Mais jamais j'aurais voulu être à la place de M. Legault, Mme McCann, qui a fait un travail exceptionnel, le Dr Arruda, au moment où la pandémie s'est installée. C'était du jamais vu. Mais non, c'est ça. C'est de cette ampleur-là, parce que c'est ça, on arrête avec un plan d'aide, mais là, il y a du monde qui fait mais nous, c'est pas de même. OK, oui. Mais tu sais, c'est ça, elle pensait à tous les détails de tout le monde en même temps. Ça fait que, c'est ton plan d'action puis ta liste de choses à faire doit être assez immense. Mais je voulais revenir justement en 2020 parce que moi, ma mémoire, des fois, j'ai de la misère avec le timing, mais justement, les programmes d'aide, ça a pris combien de temps avant que ça arrive? Y a-t-il des choses qui sont arrivées très rapidement? Il y a certains programmes qui ont été très, très, très rapides, surtout du gouvernement fédéral, suivis de très, très, très proche par le gouvernement provincial, parce que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, il y a des mesures d'urgence qui se sont mises en place très, très, très rapidement pour supporter les entreprises. Début avril, les programmes commençaient à naître, puis on va dire des fois même à pleuvoir. On construisait des avions en plein vol. C'est une expression qui a été galvaudée là, pendant de nombreux mois. Mais malgré tout, souvent, l'important, c'est quand on a une solution puis un plan d'action, faut pas attendre qu'il soit parfait. Faut le mettre en œuvre. Puis on fignole après, au fur et à mesure qu'on avance, on vise, on s'ajuste. Parce que n'importe qui a un petit peu de notion en stratégie, ben on se donne un objectif. Puis ce qui est important dans le temps pour atteindre notre objectif, si on garde le cap initial, puis il y a des nouvelles variables qui s'insèrent dans ce qu'on fait, ben on l'atteindra pas l'objectif. Donc c'est souvent de prendre des points de mesure, puis corriger un petit peu le tir pour atteindre l'objectif. L'objectif était de annihiler la pandémie, en sortir avec le moins de dommages possible. Garder les gens à flot, les entreprises.
Personne pensait qu'on en serait aujourd'hui à presque 24 mois là, non, c'est ça. de pandémie. Alors, surtout au début, on aplatit 2 semaines, on aplatit la fameuse courbe, ça, on s'en rappelle, le fameux 2 semaines. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, on leur en veut pas dans le sens que tu peux pas prévoir cette ampleur-là. Mais on fait toujours le meilleur, on essaie toujours de prendre la meilleure décision avec les variables qui sont dans nos mains. Donc, à ce moment-là, les variables qui étaient disponibles, c'était ça. Une décision devait être prise. C'est un peu comme quand on analyse des matchs sportifs. Là. En tant que gérant d'estrade, là, ça serait facile de dire il aurait dû tourner à gauche ou il aurait tourné à droite. Ça se fait en millisecondes. Non, ça c'est clair. Mais là, on est presque 2 ans plus tard. On est en train de tout réouvrir. Là. C'est pour ça que là, je tenais à te rencontrer parce qu'en fait, on filme le mercredi matin, ça joue le mercredi soir. Je voulais qu'on soit le plus proche pour être sûr qu'il n'y ait pas d'annonce entre-temps. Finalement, on a ouvert, on a refermé, puis nous, on parle comme tout ça bien correct. Mais on commence à rouvrir, mais mettons dans tes membres, comment va le moral? Là, comment ça s'est passé, l'espèce de vague de cet hiver? La fermeture à 4 heures d'avis. Là. La vague la plus récente avec les fermetures récentes. 2021, de ma perception de notre région puis de l'économie de notre région a été la vague qui a fait le plus dur psychologiquement. Ouais. Okay. Le facteur économique, les gens s'y préparaient. Je veux pas minimiser d'aucune façon que ça a été dur économiquement aussi, mais on dirait là, que c'est comme un boxeur qui a un pied au plancher. Là, puis le souffle est en train d'y manquer. Puis... On a reçu un solide coup. Ouais. Donc, il y a des gens là, que le genou est resté à terre un petit peu plus longtemps que les autres. Le moral il y a eu une bonne baisse au niveau du moral économique de notre région, mais malgré tout, on est une région résiliente. Donc, les gens ont retombé en mode, c'est encore un petit coup à donner, on va y arriver. On voit, là, on utilisait la lumière au bout du tunnel encore à beaucoup d'essais récemment. Donc, on ne tombera pas dans ces caricatures-là. Sauf que les gens voient, là, la vaccination va bon train, d'autres pays déconfinent. Le Québec, à tort ou à raison, on use d'une grande prudence. Pour toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est important là, que les gens voient, c'est comme un petit peu un afflux là, d'oxygène puis d'air qui arrive graduellement, où est-ce qu'on peut dire, mais là maintenant, on s'en va vers quelque chose de meilleur et on espère de tout cœur que pas d'autres vagues vont venir nous frapper. Oui. Est-ce qu'il y a, tu sens des craintes dans le milieu de, parce que là, l'été 2021, on se faisait vacciner, le fameux passeport vaccinal qui sort, puis là, c'était comme, on vous refermera pas, c'est le coup qui s'est donné en décembre, mais c'est sûr qu'on pense tout de suite aux restaurateurs, des trucs qu'eux ont vraiment été 100% fermés, là, cette espèce de claque au visage là, je pense qu'il a dû faire mal. Je sais pas, comme l'écho de... Est-ce qu'il y a une crainte qui va rester de... on nous dit là, qu'on rouvre, mais l'espèce de crainte de... Ça va-tu repéter? On va-tu me rejouer? À un moment donné, ça doit fatiguer. La crainte va toujours être présente. Ouais, parce que on avance encore une fois dans l'inconnu. On est face à un virus qui mute, qui a des variants, le virus est fait pour survivre. Donc, un virus très, très, très virulent ne sera pas très contagieux parce qu'il va rapidement tuer ses autres, mais un virus qui veut survivre va être moins virulent, mais très contagieux. Donc, s'il mute, et on frappe une souche qui est un petit peu plus contagieux, là, il va falloir prendre des mesures au moment où le virus va se déployer. Personne ne souhaite ça. Sauf que il faut toujours qu'on ait ça en arrière de la tête. Malheureusement, ce spectre-là, qu'un jour ou l'autre, on peut retomber dans une situation comme on a aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre de qu'est-ce qu'on vit présentement pour mieux se préparer à si jamais, malheureusement, on retombe dans une situation comme ça. Des gens qui ont pu rien faire face à la situation, il y en a plusieurs. Je vais nommer les gyms comme exemple, tous les centres d'entraînement. Là. Les restaurateurs
malgré que ça les a durement éprouvés, ils ont pu se retourner un petit peu sur les commandes pour emporter, qui étaient un moindre mal. Ouais. Donner un petit bombe, ça dépend du style de resto aussi. Là. Quand t'es un petit peu plus fancy, des fois, c'est plus compliqué de faire livrer une bavette de bœuf qu'un burger, qu'une pizza, qu'il y a des trucs des fois un peu plus simples. Mais il y avait moyen quand même de s'arranger. Là. Ça, c'est sûr. Un gym, c'est un peu plus compliqué. Surtout quand il fait, on a eu des moins 35, là, de dire, on va faire de quoi dehors, moi. Ça tente moins aussi. Moins de 35. Puis, la base de membres aussi, il y a des gens que pour qui s'entraîner, c'est une activité sociale, même si on s'entraîne quand même dans notre bulle, ben ça devient que ça change la routine. On est tous un peu comme ça. S'il faut s'entraîner à la maison, peut-être que l'appel du divan va être un peu plus fort que celui du tapis roulant. Ouais, je pense que je connais ça un peu. Oui, moi aussi, la pandémie fait que... Cette vague-là, ça a fait plus mal que l'hiver passé, je pense pas moi. Mais c'est des variables à prendre en ligne de compte. Tu sais, quand notre gouvernement nous parle de santé psychologique, puis de santé, on a tous à cœur la santé de tout le monde parce que c'est un coup qui peut nous rattraper quand même assez une grande vitesse. Donc, on encourage les gens à rester actifs, à quand même à appeler un proche. Il y a toutes sortes de mesures qui sont mises, mais souvent, l'entrepreneur se retrouve isolé. Il y a plusieurs études qui démontrent qu'un entrepreneur qui réussit va vivre des situations qu'il vit malheureusement et trop souvent seul. Une personne, un PDG d'entreprise, une personne qui est en position de direction et de pouvoir, souvent les gens se retournent vers ces individus-là pour avoir une solution. Puis ça arrive régulièrement que je vais parler pour moi-même. J'ai pas plus la solution que la personne qui me pose la question, sauf qu'on devient des références par la force des choses. Donc, il faut rapidement trouver quelque chose pour conforter, puis s'assurer que les gens soient rassurés face à une situation. Donc, c'est des charges qui sont parfois lourdes à porter. Il y a des entrepreneurs qui ont fait des épuisements professionnels puis qui ont dû mettre des pauses sur leurs activités pour des raisons que normalement, une personne qui est pas dans le milieu des affaires ou entrepreneur va demander à l'aide avant. Parce que souvent, demander à l'aide, c'est perçu comme une défaite ou c'est perçu comme un signe de faiblesse. Oui, ce qui ne devrait pas. Mais je pense que les tabous commencent à se briser beaucoup. Là. Ben, j'ai l'impression, là, tranquillement, là, de voir l'anecdote de Jonathan Drouin l'année passée qui fait comme, regarde, moi, faut que j'arrête. Puis c'est bien beau de dire, bon, il gagne des millions, oui, mais je veux dire, personne n'est à l'abri là, de casser. Puis la pandémie, je pense que ça a mis une pression. C'est une pression de plus. Puis encore plus, mettons, entrepreneur, surtout que si c'est toi qui as parti ton affaire, que tu as drivé, tu as mis des heures et des heures et des heures parce que c'est ton projet, c'est ton truc qui te bénéficie. Fait que je veux dire, ça. T'es content de mettre des heures, mais là, avec ça qui arrive, l'espèce d'incertitude, l'espèce de... Ça doit tellement peser que ça rajoute un poids qui n'était pas nécessaire de base. Et puis que c'est ça, il doit y avoir beaucoup de gens qui ont dû mettre un genou à terre, là, j'imagine. C'est déchirant parce que quelqu'un qui monte une entreprise, ça devient son bébé. Ça devient sa création. C'est comme quelqu'un qui chouchoute sa voiture puis qui va la polir à chaque fin de semaine. C'est n'importe qui a des enfants. Moi, je suis un fier papa de 3 belles filles, mais puis souvent, s'il arrive quelque chose à mes enfants, ça va me faire plus mal à moi qu'est-ce qui leur arrive. Mais ça s'explique pas. Donc, souvent, quelqu'un qui a une entreprise qui a sué sang et eau pour que son entreprise arrive à un point où, que ça soit par une position sociale, que ça soit par une position avantageuse dans l'économie, que ça soit juste par l'accomplissement personnel, quand il arrive quelque chose à son entreprise, c'est comme si ça arrivait à son enfant. Oui, c'est ça. Puis le danger, je pense, d'entrepreneurs, c'est qu'ils sont habitués, vu que c'est leur business, puis que, bon, ils l'ont parti de rien, ou peu importe, même s'ils ont repris quelque chose, mais je veux dire, dans le sens, ils sont habitués de c'est moi qui lis la patente, fait que c'est moi qui trouve les solutions. Mais tu peux m'amener, comme il n'y a pas de solution nécessairement à la pandémie, là, dans le sens, il arrive des affaires qui sont vraiment pas de ton contrôle et que tu dis, ah, mais je vais le prendre, on va mais c'est ça. C'est très dur en ayant un profil entrepreneur, décideur,
personnalité d'affaires d'être obligé de se résilier à être porté par l'inconnu. On est habitué, nous, en tant que gens d'affaires, de prendre des variables, collecter les informations, avoir le maximum d'informations pour prendre la meilleure décision, basée sur des variables qui évoluent plus ou moins. Quand la pandémie est arrivée, là, c'est devenu exponentiel, l'incertitude, l'imprévisibilité. Oui, c'est ça. Puis d'avoir aussi le côté de, s'il faut que je prenne une pause à côté, c'est qui fait continuer la machine, tu sais. Il doit y avoir de ça aussi que les gens doivent retarder le temps qu'ils auraient besoin de prendre pour eux, pour souffler, pour refaire leur énergie, recharger leur batterie, mais ça aussi, ça doit peser l'espèce de... OK, mais c'est qui va gérer ça? Est-ce que je mets tout sur pause? Est-ce que... Tu as tout à fait raison, parce qu'une personne qui a une entreprise, souvent, dans la majorité des cas, a des employés. On vit une pénurie de main-d'œuvre qui existait avant la pandémie, puis la pénurie de main-d'œuvre, c'est exponentiel. Comment est-ce que la pandémie a pas aggravé le problème, dévoilé l'ampleur du problème. Spotlight dessus. Là. Ouais. Fait qu'en tant qu'entrepreneur, on va être le dernier à quitter le navire. Là. On est le capitaine de notre bateau. Ouais. On va tenir tout ça le plus longtemps qu'on peut. Là. Ouais. Je voulais parler justement de pénurie de main-d'œuvre. On va lâcher un peu la pandémie, parler d'autres choses. C'est ça. C'est un problème que ça avait commencé avant, mais on dirait qu'il y avait des gens on dirait que pour eux, c'est la pandémie qui a comme mis ça, la PCU. Il y avait du monde qui critiquait. Puis ils disaient, oui, mais il y avait un manque de pandémie avant. Fait que là, après ça, il y avait un manque de monde, je veux dire, avant la pandémie. Mais pour la région, je sais pas, c'était quoi le pouls un peu des gens? Comment ça se ressent un peu, cette pénurie de main-d'œuvre? Il y a plusieurs facteurs pré-pandémie. Qui laissait poindre la pénurie de main-d'œuvre. Tous les experts RH qui baignent dans ça étaient déjà au courant. Pour le commun des mortels, des gens dont ce n'est pas le travail à tous les jours d'analyser l'état des forces du travail, on s'en est rendu compte graduellement avec le vieillissement de la population. On a eu certains enjeux au niveau de l'étalement urbain. On se rend compte dans notre région qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler, par exemple, sur l'île de Montréal, qui s'en vont dans d'autres régions. Fait que pour nos entreprises de notre région ici, on a pu voir venir ça graduellement. Ouais. À la Chambre de commerce, on a essayé de prendre différentes approches pour pas solutionner, parce qu'il ne peut pas avoir qu'une seule solution à la pénurie de main-d'œuvre puis aux besoins de personnel. On a fait au printemps 2020, on a fait la promotion de la région par le biais d'un vidéo promotionnel dans le cadre d'une initiative lancée par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Ça s'appelait Un emploi en sol québécois. Ce qu'on voulait faire, c'est démontrer que notre région, ici, la MRC Roussillon, Jardin-à-Pierreville, puis Bourgneuf-Salaberry, qu'on est un endroit attractif. Donc, décentraliser la main-d'œuvre, par exemple, une main-d'œuvre immigrante sur l'île de Montréal, parce que c'est un naturel. Quand les gens viennent d'autres pays, s'installent au Québec, ils restent dans la région de Montréal. Il y a beaucoup d'industries, les communautés sont présentes de peu importe le pays d'où ils viennent. Mais on est à un jet de pierre de Montréal, là, donc travailler à Saint-Constant, travailler à Châteauguay, travailler à La Prairie, travailler à Saint-Patrice de Sherrington. Ouais. Il y a des bons emplois, il y a des beaux emplois, il y a des belles entreprises. Donc, pourquoi pas venir travailler ici et s'établir ici? Le coût de la vie est moindre. On peut avoir la dualité du milieu rural et urbain. Ouais, c'est ça. Donc, on a plein d'avantages pour s'établir ici. Au-delà de ça, on a des établissements d'enseignement sur notre territoire qui aident à scolariser les gens. L'avenue de l'UQAM à Saint-Constant sur notre territoire a été une belle avancée. J'avais oublié. Ça peut faire une belle conciliation. On peut travailler dans la région puis continuer à parfaire son éducation, que ça soit à temps partiel, en hybride, virtuel, présentiel. Donc, notre région est en train de se doter. On avait déjà beaucoup d'outils, puis on agrémente encore plus les outils pour que les gens, être inclusifs, que les gens ils fassent bon vivre dans notre région par toutes sortes de moyens. Puis il y aura jamais assez d'initiatives pour
aider nos gens à bien vivre ici, bien travailler, pouvoir s'instruire, les écoles, les parcs, les enfants. Ça fait partie de la solution, ça. Rendre notre région attractive puis s'assurer que les gens le savent. Ouais. C'est souvent le nerf de la guerre. On entend beaucoup parler de la Gaspésie. Tout le monde dit « Oh, la Gaspésie, c'est beau, je vais y aller. » C'est une belle région. Ouais. Mais notre région ici, il y a des choses là, qu'on pourrait découvrir qui sont à couper le souffle. Ouais. Mais on n'a juste pas pris la peine d'y aller, c'est dans notre cours. Non, ça c'est un autre problème. Mais pour moi, c'est ça, le problème de la pénurie de main-d'œuvre, puis moi, je regarde ça d'un œil de, je sais pas, dans la business, je sais pas ça, mais on dirait que je pense qu'il y a une multitude de facteurs qui rend ça encore plus complexe parce que il faut parler aussi, je pense, de transport collectif, de logement abordable aussi pour avoir, pas juste des parce que là, on sait aussi que l'immobilier a explosé. Oui. Ce qui fait que, c'est ça, quand on a des emplois qui sont rémunérés un peu plus bas, peut être compliqué, donc il faut s'établir un peu plus loin, mais mettons, si on va dans, je sais pas, dans une plus petite municipalité, plus rurale, on va aller à Saint-Constant, mais il n'y a pas nécessairement d'autobus. Il y en a, mais c'est pas... Fait que, ça devient complexe parce qu'il faut parler de plein d'affaires, puis il faut qu'il y ait plein d'instances qui rentrent en compte. Là. C'est un excellent point. Puis tu as mis le doigt sur un des nombreux problèmes qu'on a dans la région, la mobilité interrégionale. Ouais, c'est ça. La mobilité est malheureusement trop axé sur des déplacements sud-nord. Donc, on prend des gens ici, on les amène à Montréal. C'est logique, présentement, le bassin d'emploi majeur est sur l'île de Montréal. Mais la mobilité est-ouest, entre, je vais dire, Châteauguay, La Prairie, entre Mercier, Delson, il y a des enjeux à ce niveau-là. C'est pas normal que, par exemple, une personne vulnérable qui n'a pas de véhicule, habitant à Sainte-Catherine, doive passer par Angrignon pour aller à son centre hospitalier. Ouais. Qui est situé à Châteauguay. Donc, je suis au courant que EXO, notre système de transport en commun, travaille d'arrache-pied pour étendre l'offre, mais éventuellement, ça vient avec la densification de population, les aires TOD. Là. TOD, c'est un anglicisme là, pour Transport Oriented Development. Donc, on densifie la population autour des axes, des grands axes de circulation collectif. Oui, ce qui va rentabiliser un autobus. Exactement. Au lieu de passer dans des quartiers qui sont très maisons unifamiliales, donc des gens avec des voitures, mais c'est un autre type d'emploi. Souvent, c'est pas la même gang, mais je suis content que tu amènes ça, le transport, parce que j'en avais déjà parlé il y a longtemps. Puis là, je sais plus les acronymes de ça. C'était quand il avait fermé, mais ça monte un bout, le CLD à Châteauguay ou quelque chose. En tout cas, il y avait un point pour des gens qui essaient de se trouver des emplois dans des situations plus précaires. Mais quand il avait fermé le point de service à Châteauguay, il l'avait ramené de l'autre bord, je ne sais pas si c'était à Saint-Constant ou La Prairie, peu importe. Mais c'est la MRC de Roussillon qui a rapatrié le CLD, qui a créé une branche qui est dédiée au développement économique. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, il y avait des gens qui devaient, mais là, peut-être que c'est ça, c'est pas CLD, mais c'était un truc avec l'emploi, mais les gens de Châteauguay, justement, là, il fallait qu'ils passent par Angrignon, faire le tour en autobus et pour aller de l'autre bord, pour aller se rapporter là-bas et rencontrer quelqu'un pour faire des démarches à l'emploi. Et c'est là que tu te dis, c'est ça, ça jouait aussi avec le fait, que comme on disait au début, la MRC qui est coupée par la 30, c'est comme deux solitudes qui sont dans la même MRC, mais qui n'étaient pas habitués de fonctionner, mais ça, bon, là, on rentre dans quelque chose de plus gros. Là, mais il y a des progrès qui ont été faits. Oui, c'est ça. Il n'y a pas encore de solution parfaite. J'ai assisté en tant que directeur de la Chambre de commerce à plusieurs comités consultatifs d'EXO avec des élus, avec la population, avec des gens d'affaires pour comment améliorer le système. Il y a beaucoup d'enjeux parce que de créer un circuit de transport en commun, on parle de
plusieurs centaines de milliers de dollars. Des autobus, c'est des gros véhicules. Ça consomme beaucoup d'essence ou d'électricité, le cas échéant. Mais quand même, je sais que Exo travaille sur des bonnes pistes de solutions. Quand est-ce qu'ils vont être mis en œuvre? C'est eux qui ont le fardeau de les mettre en œuvre. Mais on a des bonnes personnes qui travaillent sur ces bons enjeux-là, qui sont pas critiques, mais qui perdurent depuis trop longtemps. Oui. On va revenir sur la chambre. Oui. Parce que tu as parlé, tu sais, c'est ça que quand tu es arrivé, tu as pris un peu le pouls de la chambre, de ce qui s'en venait, mais mettons, ça fait 2 ans en pandémie, je sais qu'on a encore des soubresauts de ça, mais j'imagine que là, on se réoriente la chambre. C'est quoi pour toi, mettons, les prochains défis? C'est quoi sur quoi tu vas plancher, là? Dans les dernières 2 années, là, si on met la pandémie de côté, là, parce que le sujet a été épuisé, les actions qu'on a prises en tant que Chambre de commerce, premièrement, c'est de montrer à nos entreprises, nos commerçants, nos industries, qu'on est là pour eux, qu'on est là pour les aider, on est là pour faire rayonner l'économie. On va dire, c'est pas un boys club. Là. Souvent, là, des gens vont avoir le stéréotype là, qu'une chambre de commerce, là, ça remonte à il y a très, 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 très longtemps. Des vieux monsieur avec les moustaches qui sont tournés à l'envers. Moi, je pense à tournoi de golf, chambre de commerce. Des 5 à 7, des gros parties qui s'étirent, puis des choses comme ça. Ça s'est vu dans le passé. Ouais. Puis c'était correct dans le passé, puis ça peut encore être correct aujourd'hui, advenant le cas. Mais on s'est donné une mission d'être là pour les entreprises, pour les aider à rayonner au niveau économique, puis dans notre région. Donc, ce qu'on a fait, on a premièrement dépoussiéré un petit peu toute notre mécanique organisationnelle, être un petit peu plus agile, être capable de se retourner plus rapidement. La pandémie nous y a forcé en partie. On s'est mis à mettre des mesures pour accorder plus de présence et de visibilité à nos membres, nos partenaires, les gens qui gravitent autour de notre écosystème, de notre région, de l'économie, tous ceux qui s'y intéressent de près ou de loin puis qui veulent contribuer, on a dit, venez-vous-en, c'est la pluralité des membres qui fait la force d'un réseau. Ouais. Donc, c'est ça qui est long à bâtir, puis ça, c'est un travail de longue haleine. Donc, depuis les 2 dernières années, je suis quand même fier de dire qu'à la Chambre, on a une progression constante au niveau de nos membres. Puis qui dit membres, c'est des entrepreneurs, des commerçants, puis des industries qui croient que c'est important, la santé économique de notre région. Parce qu'une région en santé économiquement va de facto aider les gens où est-ce que, par exemple, on a des enjeux sociaux, va aider les fondations qui ont besoin d'argent pour soit apaiser les douleurs de certaines personnes qui ont des maladies incurables. On a des fondations qui vont être pour aider les enfants qui sont malades, la violence faite aux enfants, les troubles de santé mentale, les personnes en fin de vie. On a des belles fondations sur notre territoire, mais il faut qu'on soit en santé économiquement pour pouvoir supporter et efficacement toutes ces belles causes-là. Ouais. Donc, ça vient, c'est intrinsèque. Là. Il faut que notre économie soit forte. Puis comment que notre économie va être forte? C'est en s'entraidant, en étant solidaire. C'est ça qui fait la force de la Chambre de commerce. On devient une coopérative de gens qui s'entraident, qui partagent, qui mutualisent les idées, les projets. Ouais. On donne des formations. Ouais. On est présentement en train de donner une super formation avec l'Institut de leadership. Je vois ça par la bande ici, là. Oui, la directrice participe on a à une ça. de Fait tes que des fois, collègues. c'est moi qui passe son Zoom, là. Fait que je vois un peu là. Mais c'est parfait parce que c'est important de s'actualiser. Moi, toute ma vie, j'ai pas eu... Quand je suis parti, quand je suis arrivé sur le marché du travail, j'avais pas une scolarité à tout casser. N'ayant pas de masters en administration des affaires, mais je me suis fait un point d'honneur de toujours aller chercher des formations, aller m'instruire, apprendre pour
agrémenter, complémenter, mettre plus d'outils dans mon coffre. Ouais. Tu sais, souvent, des gens vont avoir une formation universitaire, ça donne beaucoup d'instructions, ça donne de l'intelligence, ça donne des outils dans un coffre. Mais un beau coffre d'outils, puis qu'on n'a pas le côté pratico-pratique pour s'en servir, des fois, c'est le fun. Mais des fois, c'est mieux d'avoir des bons vieux outils là, qu'on s'est aménagés nous-mêmes, qui sont usés puis qui ont du vécu. Qu'on a créé l'outil par nous-mêmes pour parce qu'on a vu la situation puis il faut régler ça. Mais en même temps, les formations, c'est parfait pour, j'imagine, un peu tout le monde, dans le sens même, des fois, ça peut faire 30 ans que ta business, tu fais ton affaire, mais des fois, de juste se faire rappeler, ça peut toujours être bon de revoir des trucs. Je redécouvre certains aspects de l'entrepreneuriat grâce à l'Institut de leadership qu'on a présentement, que des notions que j'avais oubliées depuis longtemps, ou que je vois sous un angle différent. Personne n'a la science infuse, mais souvent de se le faire dire avec une approche innovante ou de passer dans un côté un petit peu plus créatif d'un créneau, ça sonne des cloches, puis on a la beauté de suivre des formations comme ça. Ben, c'est de prendre ce qui s'adapte à nous, de modeler tous nos apprentissages en fonction de nos besoins puis nos spécificités. Oui, exactement. Fait que ça, c'est ça, c'est pas mal sur ça que tu vas plancher, là, l'espèce de continuer à unifier tes membres. Parce que, notre événement fort, le feu d'artifice qu'on a fait, c'était au mois d'octobre en 2021, avant qu'on retrouve la vague de fermeture. On a tenu le gala reconnaissance de la Chambre de commerce. Okay. C'est environ 250 gens d'affaires qui se sont réunis au centre municipal de Saint-Constant. C'était un gala haut en couleur. On a remis des prix là, dans toutes sortes de champs d'activité. Des entreprises de notre région. On a des entreprises de La Prairie, Delson, Saint-Constant, Châteauguay, Mercier, Léry. Il y a des entreprises de partout sur le territoire qui ont été reconnues par leurs pairs, par un jury totalement neutre pour leurs accomplissements, la qualité des produits qu'ils offrent, l'efficience dans l'exécution de leurs services. Puis ça a été vraiment un bel événement parce que ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de célébrer entre gens d'affaires nos bons coups, puis juste de se rencontrer puis de se voir. Ça a été absolument magique. Puis cet événement-là, ben, on l'a déjà mis à l'horaire pour 2022. Okay. Ça va être le 28 octobre. Okay. Donc, à moins qu'une catastrophe survienne d'ici là, on touche du bois, on se croise les doigts, on va le refaire. On va le refaire. Mais ça, c'est une chose... c'est une impression que j'ai... puis c'est pas juste dans le commerce, mais c'est un peu dans tout. J'ai l'impression que avant, les gens étaient un peu plus en silo fermé. Puis que dans les dernières années, parce que tu regardes des villes, Bournois, Châteauguay, qui s'allient pour faire des installations, le monde comprenne qu'on ne peut plus être dans une bulle et qu'il faut bander ça avec d'autres, il faut avoir partager des idées. Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire, moi, j'ai ma compagnie, c'est la meilleure compagnie, mais si toutes les autres s'écroulent, ou il n'y a pas rien d'autre, il n'y a pas d'autres offres, même qui n'est pas semblable à toi, mais d'autres trucs différents, mais t'es tout seul dans ton coin, puis il n'y aura plus personne qui va passer par là, tu sais. T'as raison, puis c'est un beau vent de fraîcheur qu'on voit. Ouais. Parce que, tu sais, il y a un dicton qui dit, ben, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, la collaboration a toujours été plus productive que de travailler en vase clos puis de faire ces choses dans son petit terrain de jeu ou son carré de sable. Pourquoi pas collaborer puis ou juste ouvrir nos horizons avec des gens qui, par exemple, on dit penser en dehors de la boîte, think outside the box. Ouais. Ben, d'amener des gens qui autour de la table puis d'amener des instances, des experts, des gens que des fois ont une bonne expérience. Ça nous amène toutes sortes de pistes de solutions. Puis, par exemple, l'exemple par excellence, tu l'as nommé, Châteauguay-Bournois, les parcs aquatiques, ben pourquoi pas mettre les ressources ensemble, faire profiter un plus grand bassin de population,
avec des installations qui sont partagées. C'est une excellente façon de faire. Nous, à la Chambre de commerce, par exemple, on a fait un événement commun avec la Chambre de commerce voisine, la Chambre de commerce d'industrie de Beauharnois, Valleyfield au Saint-Laurent. La collaboration a toujours été profitable. Puis au final, c'est bien plus agréable de coopérer. Là. On fait des rénovations à la maison, puis notre voisin arrive avec son marteau, puis avec sa boîte à outils, puis il dit « Hey, je vois que tu as l'air d'avoir de la misère, là, je vais te donner un petit coup de main. » là. Puis on finit par avancer plus vite. Puis plus souvent de façon plus agréable. De façon plus agréable. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, puis ça me fait juste penser, puis je fais une plug en passant à un de mes amis restaurateur dans le Vieux-la-Prairie, le restaurant chez Julien L'Ours, mais là, avec la fermeture qu'il y a eu là, lui, bon, il y avait des plats, des petites affaires, mais il y a un café qui est juste, là, j'ai un blanc du nom du café. Quartier Général. Quartier Général, c'est ça, mais mon ami il a pris un de ses frigères congélateurs, puis il l'a mis au café pour mettre ces produits-là, puis tu sais, c'est une espèce d'entraide de comme, regarde... Lui, il dit, mes produits sont là. Fait qu'il envoie sa gang au café. Oui. Ouais, un café, un truc, un croissant, prendre les saucisses de l'autre. Fait que, tu sais, pourquoi pas? C'est pas... tu sais, parce qu'il me le disait, le café, lui, de toute façon, ils ont des créneaux un peu différents, mais c'est mieux qu'il y en ait plus parce qu'il y a plus de gens qui viennent là que des gens qui vont au quartier et font, il y a un resto. Tu sais. Ou l'autre gang, il y a un café, là, je vais y aller une autre fois, tu sais. C'est pas de faire moi je dis puis c'est moi qui je vais être la meilleure puis on écrase tout le monde puis tout le monde ferme mais qui va aller, tu sais, il va y avoir moins de monde qui vont se rendre dans le Vieux-la-Prairie un moment donné si on pense de même, tu sais. C'est des belles tendances. C'est arrivé quand il y a eu les fermetures des restaurants. J'ai un exemple qui me vient en tête rapidement. Le Resto-Bar La Chapelle à Mercier a décidé de faire des boîtes repas. Il prenait la viande de boucherie Porte de la Nature. Il prenait des plats qui avaient été préparés une partie par Chic Chef. Il y avait des bières de champ libre. Donc c'est de mettre ensemble plein d'entreprises pour que tout le monde puisse en profiter puis passer à travers l'épreuve. Là, c'est correct, il y avait une épreuve. Mais une fois qu'on va avoir passé le fait que la pandémie sera derrière nous, ben il faut pas oublier ces choses-là. Il faut pas garder. Faut garder nos bonnes habitudes. Oui, c'est ça. Puis c'est excellent. Quoi de mieux que de faire connaître les produits de la région? Ça m'amène un flash. L'hiver passé, en 2020, fin 2020, je m'excuse, j'étais un peu mélangé dans mes dates. À la Chambre de commerce, on a fait une initiative, ça s'appelait « Les boîtes déballe ton roussillon ». Ça, c'est une idée qui a popé dans ma tête. Vers la fin de l'été, je me suis dit, on ne pourra pas faire de party corporatif dans le temps des fêtes, mesures sanitaires nous contraignant. Pourquoi pas récompenser les employés en encourageant nos commerçants locaux? Puis j'ai inventé un slogan, on va faire d'une pierre 3 coups. Ouais, c'est ça. C'était un peu bizarre, mais tu récompenses tes employés, t'encourages les commerçants locaux, puis pour chaque boîte qu'on a construit puis qu'on a vendue, on remettait 10 $ aux organismes. Puis la boîte, c'était pas un coût faramineux, là. La boîte coûtait 70 $ à l'entreprise. C'est parti comme des petits pains chauds. On a fait ça en collaboration avec la MRC de Roussillon, là, qui nous ont grandement aidés au niveau de la mécanique, au niveau financier. Puis c'est grâce à eux autres qu'on a pu l'offrir à un coût. Puis on a eu la participation de nos députés, de Desjardins aussi. Donc, quel autre exemple de collectif qui se met ensemble pour faire profiter la région? Puis à l'intérieur des boîtes, là, c'était des produits mystères. Donc, les gens qui donnaient ça à leurs entreprises pour les remercier en lieu et place du party corporatif, ben, faisaient peut-être découvrir des commerçants que leurs employés auraient peut-être passé à travers. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on travaille à Saint-Constant ou Mercier qu'on habite à Saint-Constant ou Mercier. Et des gens peuvent rester à Saint-Jean, Sainte-Julie, Montréal, puis passer à travers des belles choses. Oui, c'est ça, puis pas arrêter, puis voir les commerces. Puis la boîte, écoute, 500 boîtes ont été vendues en un temps record. On a remis 5 000 $ à 5 organismes sur notre territoire dans toutes sortes de champs d'activité. Des organismes d'économie sociale. Ça passait de la santé mentale à Espace Châteauguay, à la Guignolée-Mercier, à le Centre de femmes L'Éclaircie, à la Maison du Goéland. Mais pour nous, en tant que Chambre de commerce, c'est notre façon de faire montrer que nos actions
sont alignés avec nos paroles. Ouais, je comprends. Une économie forte fait qu'on a une région forte, puis qu'on peut soutenir les plus démunis puis les gens malades. Fait que ça a été une belle action pour dire que nos bottines suivaient nos babines. Écoute, ben, on va finir là-dessus. Je trouve que c'est une belle fin. Un beau truc de partage, entraide. Écoute, on aurait pu parler d'achat local, mais bon, le monde en a parlé beaucoup dans les 2 dernières années. Je pense que ça, avec la pandémie, il y a quand même eu un certain mouvement de... Oui. Les gens se sont virés vers qu'est-ce qui se passe proche de moi. Là. Encore là, il faut que ça reste. Faut que ça reste. Fait que, ben, regarde, au pire, je te réinviterai un autre tantôt, puis on continuera cette discussion-là. Mais pour l'instant, merci beaucoup d'avoir participé. C'était vraiment une belle discussion. Ben, pareillement, plaisir partagé. Merci Mathieu. À la prochaine.